Bonjour à tous, donc Alain de Scourail, je suis céréalier dans le Gers, donc je suis tout près de Toulouse, à une soixantaine de kilomètres. Je suis céréalier sur une exploitation de 240 hectares avec de l'irrigation et sur 2 sites différents, éloignés de 135 km, donc 180 hectares dans le Gers, 60 dans le Lot-et-Garonne, et je suis en non-labour depuis les années 96, date de mon installation. Bonjour, Pascal Boivin, je suis franco-suisse, j'ai une formation d'agronome en France, mais aussi 25 ans de carrière ensuite dans les sols et à l'Institut de recherche pour le développement, donc sols tropicaux, agriculture tropicale, puis Suisse depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Et je suis dans une école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs agronomes, mais avec un système que les Français connaissent peu ou pas, qui est très très différent. Vous avez 70% d'une classe d'âge en Suisse qui ne va pas aller au bac, qui va faire un apprentissage. Et puis ensuite de faire un bac pro et ensuite rentrer dans ce système parallèle qui est le système, mais majoritaire en fait, qui est le système de ce qu'on appelle les hautes écoles spécialisées. Donc ce sont des filières qui dépendent des branches professionnelles et qui montent aussi haut qu'on le veut, mais qui est dédié à la formation professionnelle. En fait. Donc c'est quand même assez différent dans l'esprit, dans la structure de ce qui se fait en France. Enseignant-chercheur, là c'est la même chose qu'ailleurs, c'est-à-dire qu'on enseigne d'un côté et puis équipe de recherche, on ne se refait pas donc sur les sols et avec un axe de travail très fort sur tout ce qui est qualité du sol et en particulier qualité de la structure et tout ce qui va le lier dans le cadre des systèmes de culture, suisse principalement, et donc très intéressé et assez impliqué dans ce qui est l'agriculture de conservation. Merci Alain, merci Pascal. Donc vous verrez que c'est une chance d'avoir pu faire venir Pascal Boivin, puisque je pense que la Suisse a vraiment des expériences intéressantes à nous faire partager. Et justement, nous avons la chance d'avoir donc Pascal aujourd'hui pendant cet atelier, mais vous l'avez compris, nous l'écouterons avec intérêt également cet après-midi. Alors, dans l'évolution de mon exploitation, puisque j'ai dit que j'ai arrêté de labourer dans les années 96, à l'époque, avec mon père, puisqu'on était tous les deux sur exploitation, on avait entamé les essais de semi-direct pour implanter les blés derrière maïs, puisque à l'époque, on passait plus de 4 heures pour semer du blé derrière maïs, entre le labour, cover-crop, roulage, rotatif, semis. Et on avait un rototilaire, et donc on a commencé à équiper ce rototilaire pour essayer de semer en direct sur les maïs. Donc mon père voulait absolument avoir des descentes pour conduire le grain au sol, donc tout un système de rampe derrière le rototilaire qui ne marchait absolument pas parce que ça bourrait, on bouchait les tubes de descente, on faisait des tas, mais c'était pour mon père, lui il était convaincu de ça, et quand ça a été pour moi, j'ai démonté la rampe et j'ai mis les tuyaux à l'avant du rototilaire et j'ai semé comme ça. Il n'y a pas eu photo, hein. Lui il a fallu passer une RC mousseuse pour essayer de couvrir les grains. Moi il y avait très peu de grains à la surface. Les débris végétaux couvrant le peu de grains qui restaient. Par contre, l'inconvénient c'est que je n'avais pas de stabilité dans la profondeur de mon semis. Et on a travaillé comme ça pendant 2 ans. Et puis un matin, mon père est arrivé en disant voilà, j'ai acheté un Horsch semi-exact, outil que je ne connaissais absolument pas. Et il m'a dit tu vas voir, on peut tout semer avec ça. C'est une fraise avec derrière une planche, ce qu'on appelle la planche de semis, qui est en dessous du rotor. Et donc lui, il a voulu semer les maïs, les tournesols, en plus des blés et du colza. Il ne savait pas qu'il fallait travailler en travers de pente, hein, en partant du bas vers le haut, parce que c'est un appareil qui a une gerbe de terre qui monte très haut derrière l'outil, et donc par la gravité, ça se redépose. Donc il a commencé à semer d'en haut en bas, et le colza, il manquait 30% de la surface qui n'avait pas été semée, puisque les grains n'étaient pas couverts. Et donc lui, il m'a laissé cet outil en disant maintenant tu te débrouilles, c'est toi le jeune, tu vas découvrir comment ça marche. Mais il voulait quand même semer du maïs avec. Donc, je lui ai semé du maïs comme il voulait. C'était mon père, je lui ai c'était sa propriété à lui. En résultat, il a fait 35 quintaux en maïs. J'en ai fait 120 en semant le maïs, mais de façon plus traditionnelle. Et dans mon déroulé, j'ai toujours été préoccupé par mes vers de terre parce que c'est ce que je voyais facilement. Et quand je labourais, je voyais tous ces vers qu'on coupait. Je me disais quand même, ces vers,
c'est dommage de tuer ces animaux-là. Mais en formation, on m'avait jamais appris grand-chose, si ce n'était de dire le ver de terre, c'est pas un prédateur, donc c'est bien, on n'a pas besoin de s'en occuper. Et puis j'ai rencontré Claude Bourguignon qui m'a séduit dans son discours de dire pour pouvoir élever les vers de terre, il faut arrêter de labourer, il faut arrêter de bouleverser les horizons, il faut laisser se structurer le sol et donner à manger aux vers de terre, donc ainsi de laisser tous les débris en surface. Donc j'ai laissé mes débris, j'ai arrêté et réduit le travail du sol, donc je n'ai pas complètement arrêté de travailler le sol parce que je suis sur des argiles qui sont relativement humides, lourdes, froides au printemps, et par sécurité quand même, puisque mon objectif c'est quand même de gagner ma vie sur mes productions, je ne voulais pas tout révolutionner non plus. Et on n'avait pas énormément de connaissances non plus dans ce que l'on faisait, on partait un peu tout seul, et ensuite j'ai adhéré à Agrodoc, où là où j'ai eu un appui de techniciens, et là quand même on a pu commencer à vraiment réfléchir et mener des essais, comparer, être en groupe aussi, ne pas rester tout seul dans son coin. Et au fur et à mesure, j'ai fait une transition. Donc j'ai réduit les profondeurs de travail du sol pour en arriver aujourd'hui quasiment à du semi-direct pour presque toutes les cultures. Donc là où ça a été le plus spectaculaire, ça a été en 2014 quand j'ai semé le maïs. Donc, la première année, j'avais détruit ma févrole, j'avais un peu peur de ne pas arriver à me débrouiller pour semer le maïs. Donc je l'ai détruite, elle faisait 80 cm de haut. Et les résultats ont été excellents. Et l'année suivante, j'ai dit, ben là, je ne la détruis pas, j'ai un semoir monograine de semi-direct et je vais semer mon maïs dedans. Et la difficulté que j'ai rencontrée, c'était qu'on me laisse tranquille pour faire mon semis. J'ai ma propriété qui est sur une départementale qui mène à Montauban. Et pour semer 9 hectares, il m'a fallu presque 2 jours. Parce que tous les paysans qui passaient s'arrêtaient pour venir me voir. Alors au départ, on dit qu'il y a une personne qui attend, je continue quand même à semer. Quand vous en avez 5, vous dites, je ne peux pas continuer à travailler, je suis obligé quand même d'aller les voir. Voilà. Et tous me disaient, mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez une févrole qui fait 1m70, on ne comprend rien. Enfin, voilà. Et c'était très spectaculaire. Mais il n'y avait pas que les paysans aussi qui s'arrêtaient. Il y avait des gens qui s'arrêtaient en disant, mais vous ne récoltez pas votre culture, vous la détruisez. Donc j'ai expliqué que je semais le maïs en direct. Et là aussi, on a fait des pesées et les résultats ont été excellents. Et donc de là, j'ai dit, c'est pas la peine de continuer à mener les essais, on passe à grande échelle. Et donc là, j'ai pris la décision de couvrir l'intégralité de mes surfaces. Et c'est vrai, ce que je disais, c'est les sols qui paraissaient les plus pauvres, les plus abîmés, en fait, ce sont eux qui se sont améliorés de façon spectaculaire. Et la première vision, ça a été la régularité des tournesols. J'avais des tournesols qui étaient toujours irréguliers. Là, vous arrivez, vous avez des tournesols qui sont quasiment tous à la même. Après, je n'avais pas les connaissances pour expliquer quoi que ce soit. C'est ce que j'observe. Aujourd'hui, donc actuellement, je n'ai plus de maïs, je fais du soja alimentaire pour des raisons économiques. Il faudra en parler. Effectivement, l'économie nous oriente dans notre façon de faire. Donc aujourd'hui, je suis avec du soja irrigué, donc semis sur févrole, qui est détruite. Derrière, je passe un coup de rotatif très léger pour casser la base de la févrole, c'est pas du tout pour préparer le sol ou quoi que ce soit. Et derrière, je sème, donc plus avec le sème exact, j'ai acheté un semoir à céréales de 6 mètres, qui me permet d'aller beaucoup plus vite et de réduire mes consommations de carburant, et je sème le soja directement comme ça. Et les résultats sont très bons, donc je maintiens. Je n'ai pas réduit le volume d'eau d'irrigation pour l'instant, je continue à irriguer comme je le faisais. Et sur mes tournesols, donc j'avais implanté 100 hectares de tournesols derrière des couverts. Sur ma propriété du Lot-et-Garonne, quand je suis arrivé pour détruire ce couvert de févrole, il faisait 1,10 m de haut. Et là je me suis dit, je vais prendre une gamelle en rendement de tournesol parce que ma févrole va avoir pompé toute l'eau qu'il y avait disponible. Donc j'ai roulé, j'ai détruit cette févrole, j'ai semé le tournesol et j'ai fait 34 tonnes.
Et là, je dis, bon, ben, finalement, le sol, il a quand même récupéré de l'eau quelque part, parce que là, je ne l'ai pas apporté. Et en plus, ça a été un été qui n'a pas été très pluvieux. Mais ça s'est bien débrouillé. Donc, ça m'a rassuré dans le système, mais je reconnais que ce n'est pas quelque chose que je suis prêt à recommencer, parce que je ne sais pas si j'aurai suffisamment d'eau dans le sol. Je n'ai pas les critères qui peuvent m'indiquer si ma réserve est suffisante ou pas. Donc aujourd'hui, je couvre tout. Cette année, par contre, vous avez vu sur les photos, dans les féveroles, il y avait beaucoup de mots. Cette année, en raison des conditions de printemps humide que l'on a vues, et vu qu'on a travaillé dans des conditions qui étaient parfois un peu limites, j'ai préféré travailler un petit peu le sol. Donc j'ai remué 15 cm pour essayer de casser les semelles qui se sont accumulées. Parce qu'à force de travailler toujours sur les mêmes profondeurs, je constate qu'il y a des semelles qui se font. Et donc je dis, même si on veut arriver peut-être à du semi-direct permanent, je ne m'interdis pas de pouvoir passer parce que c'est des sols argileux. En boulbène, je ne me pose pas trop la question. Si le couvert se développe bien, la structure elle se régénère facilement. En argile, moi je dois faire un résultat chaque année. L'activité biologique, pour restructurer le sol, je ne sais pas combien de temps il faut. Peut-être que ce n'est pas une échelle d'une année. Donc je ne suis pas peut-être sur la même échelle que l'activité biologique de mon sol. Par contre, je continue à compter, à mesurer mes vers de terre, à les peser. Donc j'ai fait le test de moutarde. Aujourd'hui, je l'ai arrêté parce que je trouve que c'est un peu long. Et puis surtout, j'ai pris une méthode qui est plus simple. Je plante le pelversoir, je le fais vibrer comme les pêcheurs pour attraper les vers de terre. Et puis, c'est un test qui est rapide, ça permet de voir l'évolution des vers de terre, s'il y en a, s'il n'y en a pas. Là où il y en a plus, je m'amuse à aller chez les voisins, sur des labours, sur des parcelles en bio aussi, pour essayer de comparer, pour essayer de me situer, parce que c'est difficile de se situer là-dessus. Mais je pense que le ver de terre, c'est un acteur qu'on sous-estime. Et pour un praticien, c'est un moyen facile de mesurer s'il y a une activité ou pas. Parce que les bactéries dans le sol, elles ne circulent pas toutes seules. Elles ont besoin de quelque chose qui les fait véhiculer. La matière organique, c'est la même chose. Et moi, ce qui me permet de dire que le lien entre cette matière organique qui circule et les bactéries, c'est le ver de terre. Et que cette circulation, elle est liée à son tube digestif. Il prend la matière organique, il mange de la terre, il ingère les micro-organismes, et derrière, ça prolifère. Il suffit de voir les turicules, effectivement, il y a une prolifération. Cette année, j'ai mené beaucoup d'analyses de sol. J'en ai même relancé, parce que j'ai eu des résultats qui m'ont très surpris. En 2014, mes teneurs moyennes de matière organique étaient autour de 1,7, 1,8 dans mes sols. Sur une parcelle, là où j'ai refait des analyses de sol, 2018, j'ai séparé les profondeurs de sol, c'est-à-dire que j'ai fait un échantillon à 5 cm, un échantillon sur 25 cm. Et là, le retour de l'analyse m'a fortement surpris, mais ça va dans ce sens du semi-direct et de conserver les débris végétaux en surface. La teneur de matière organique sur les 5 premiers centimètres est passée de 1,7 à 2,6. Et sur 25 cm, elle est passée de 1,7 à 1,9. En phosphore, mon père faisait des impasses, j'ai fait des impasses pendant 25 ans. J'étais à des teneurs de 7 à 8 en phosphore, en Seine. Et là, c'est ressorti, pour être exact, c'est ressorti à 150 unités sur les 5 premiers centimètres, 133 sur les 25 premiers centimètres. Jaurès et Vert, il y avait un stock de 110 en 2014, je suis à 1037 sur 5 cm, 675 sur 25 cm. La potasse, 143 en 2014, 338 aujourd'hui dans les 5 cm, 248 dans les 25. Le commentaire, c'est impasse en fertilisation de phosphore et potasse. Du coup, j'ai relancé des analyses pour vérifier si ces résultats étaient cohérents sur d'autres parcelles où il y a déjà eu 2 couverts de févrole, de jolis couverts, avec des biomasses à plus de 5 tonnes de matière sèche, pour vérifier si effectivement je retrouve cette tendance. Ce qui veut dire que en quelques années,
en changeant ses pratiques, on peut améliorer considérablement l'activité de son. Et donc quand on entend des gens qui disent tout est foutu, c'est mort et compagnie, si vous voulez encourager les agriculteurs, c'est pas ce discours-là qu'il faut tenir, il faut leur dire allez-y, mais ne restez pas seuls. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui se lancent dans les couverts, ils font des semis, mais ils n'ont pas réfléchi à comment je vais le détruire, ce que je vais implanter, et surtout, quel est mon objectif. En 1996, un de mes objectifs, c'était d'améliorer le taux de matière organique. Et pourtant, en 2014, rien n'avait bougé. Donc, il faut réfléchir, écouter, échanger, et c'est aujourd'hui très intéressant qu'il puisse y avoir autant de liens entre des agriculteurs et des professionnels, des chercheurs. Et je voudrais faire un dernier commentaire quand même. On est agriculteur dans un entonnoir. Un entonnoir qui est d'un côté technique, économique, politique. Je suis syndicaliste agricole aussi, et quelquefois on nous met devant des situations où ça devient incohérent pour essayer d'appliquer tout ce que l'on nous demande. Parce que tout va dans tous les sens. Et en plus, il y a cet agribashing qu'on nous met tout le temps à la figure. Alors il y a cette question du glyphosate, on va y revenir. Le glyphosate, on dit il ne faut pas l'utiliser. Aujourd'hui, certaines années, je peux me passer du glyphosate. Mais c'est quand même une garantie de pouvoir l'utiliser. Certaines années, mon glyphosate, c'est le seul désherbage que je vais faire. Mais ce n'est pas tout le temps. Et ça a été bien présenté tout à l'heure. C'est en fait, il faut qu'on puisse s'adapter au cas par cas et au climat, et chaque année est différente. Donc on vit avec du vivant, mais la réglementation elle nous impose, elle, d'être contrôlée systématiquement. Et si on n'est pas bien contrôlé, et donc si on ne nous met pas dans des cases, ils n'aiment pas ça. Mais l'agriculture du vivant, elle ne peut pas rentrer dans des cases. Et l'autre complexité, c'est de faire prendre conscience aux agriculteurs de l'intérêt qu'ils ont pour améliorer leur sol. Cette année, nous avons eu énormément d'érosion dans notre département. Nous sommes un département avec des vallées très serrées, avec énormément d'érosion. Des communautés de communes ont dépensé entre 300 et 400 000 euros pour curer les fossés. C'est la meilleure terre qui est partie. C'est des molécules que l'on retrouve dans l'eau. Voilà. C'est un système qui est absurde, mais c'est très compliqué d'encourager les agriculteurs à changer dans leurs pratiques parce que nous n'avons pas de sécurité. Tout ce que je fais, je ne suis pas financé. Aujourd'hui, la PAC, j'ai perdu 25% de soutien en 3 ans. Et je n'ai pas de production particulière. Donc pour le grand nombre d'agriculteurs, c'est compliqué de lâcher quelque chose qu'ils maîtrisent un peu pour partir dans un domaine qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Et donc il faut absolument les rassurer, mais il faudrait aussi qu'on puisse les accompagner financièrement pour faire cette transition-là, parce qu'elle est importante. Effectivement, on peut fixer du carbone dans les sols, on améliore les taux de matière organique, et c'est peut-être demain le moyen de valoriser nos produits financièrement, et donc de retrouver de la rentabilité sur nos exploitations. Il y a un vrai lien avec le consommateur et le citoyen. Hier, j'intervenais pour un journaliste sur la question du glyphosate, et je lui ai répondu que j'aimais beaucoup les acteurs de cinéma. Aujourd'hui, il m'explique comment je dois travailler, ce dont je dois me passer. Et moi, je répondais, et leur impact sur les rejets de CO2 quand ils font la promotion de leurs films à travers les États-Unis, en Amérique du Sud, en Australie, tous ces trajets-là, il faudrait bien aussi de se poser la question. Donc aujourd'hui, on est dans un métier où tout le monde veut nous expliquer comment on doit faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et nous, ce qui est important, c'est d'être accompagnés, mais qu'on nous donne cette responsabilité-là dans le changement, qu'on nous redonne ce pouvoir et non pas qu'on nous explique toujours par l'extérieur ce qui doit être fait, parce que c'est nous qui le mettons en pratique et c'est compliqué à faire. Et il y a toute une transition. Mais en tout cas, les résultats sont là et c'est très encourageant et on est heureux de faire de l'agronomie. Vous avez vu mon fils, il adore aller piocher dans la terre pour chercher le ver de terre, et à tous ses copains à l'école, il fait que dire le premier ami de mon papa dans le champ, c'est le ver de terre. Merci.
Merci beaucoup vraiment Alain pour ce témoignage très riche qui, je pense, a déjà suscité pas mal de questions chez vous, mais un petit peu de patience puisque maintenant c'est Pascal Boivin qui va nous faire part un petit peu de des réflexions que le film et les propos d'Alain ont suscité chez lui. Et ensuite, vous aurez rapidement la parole. Merci, mais c'est tellement riche que j'ai pris beaucoup de notes et que je vais essayer de me censurer, sinon j'en aurai pour trop longtemps. J'ai quand même pas mal de commentaires. Dès le départ, vous partez sur les couverts en disant voilà, les sols ne restent plus nus en hiver. Alors en Suisse, c'est interdit de laisser nus en hiver, c'est intéressant de voir, mais il y a couvert et couvert. Est-ce qu'on a semé quelque chose ou est-ce qu'on a un couvert? Donc là, tout un débat derrière, évidemment pas seulement pour les couverts en hiver, mais sur ce qu'on appelle avoir mis un couvert et quelle est la politique, est-ce qu'on fertilise ces couverts, est-ce qu'on les pousse, pourquoi, est-ce qu'on y a intérêt? Ça, chez nous, c'est un débat très très vif, où il y a à la fois des postures et des constats de terrain qui sont souvent contradictoires. Avant même, vous avez introduit la distinction entre rendement et revenu. Je pense que ça, c'est absolument fondamental. Ce matin, tout à l'heure, on entendait, on peut réduire les rendements, réduire les productions, pardon. Oui, on est dans une agriculture qui a dû réduire ses productions tout en augmentant ses rendements. Voilà, c'est comme ça qu'on a piloté le navire, si on appelle ça piloter. En 3, les sols pauvres progressent, puisque je suis pédologue, j'ai quand même mis ça assez vite. Oui, alors ça c'est un très très bon constat, mais les sols pauvres progressent si vous faites juste. Donc il y a quand même, et ça renvoie au conseil, à la formation, etc. Si vous ne faites pas juste, c'est pas. Surtout sur les sols argileux. Mais c'est vrai, le verre à moitié vide, c'est quand vos sols ont beaucoup perdu, et on retrouvera avec les questions climatiques, on peut avoir des dynamiques d'amélioration très très rapides. Et ça, c'est très important, je suis content de le souligner, c'est très important d'en avoir conscience. J'ai eu un gag comme ça avec certains d'entre vous connaissent peut-être Nicolas Courtois, qui est très investi sur Genève dans l'agriculture de conservation, qui un jour m'envoie tout un tas de résultats qu'ils ont préparés sur la matière organique, avec pas mal d'agriculteurs qui foncent là-dessus. Les analyses de sol espacées de moins de 10 ans, qui me dit mais écoute, c'est pas possible, il y a une erreur, qu'est-ce qui se passe? La teneur en matière organique a augmenté dans des proportions complètement compatibles avec ce que la littérature ou les légendes urbaines disent. Et en fait, les sur sol argileux, j'en reparlerai cet après-midi, sur sol argileux, l'augmentation en points de matière organique était effectivement hallucinante, mais en rapport matière organique argile, on est encore loin du compte. Donc effectivement, dans ces cas-là, on peut aller très vite. Mais on peut aussi se planter, je le montrerai aussi. Donc là, ce qui renvoie d'ailleurs à tout ce qui est conseil, formation. Formation d'abord, en école d'agriculture en Suisse, on se rend compte que la formation sur les sols est extrêmement indigente, et notamment sur la qualité du sol et sa prise en compte dans le système de culture. Alors là, c'est exposé en petits messages assez incompréhensibles au hasard de certains cours. Personne ne sait plus comment faire un test belge, un profil cultural, le conseil agricole non plus. Là, il y a un énorme problème. Donc vous êtes Et on observe ces hétérogénéités au niveau du territoire ensuite, entre un conseiller agricole qui est dans le coup, qui sait prendre sa bêche, qui fait un profil cultural, et un peu plus loin dans le territoire, quelqu'un qui va dans la cuisine, qui coche les cases avec l'agriculteur, moi, est-ce que tu as fait ça, mais qui n'ira pas à la parcelle. Croyez-moi, la différence se voit. C'est vraiment. Donc, ça, c'est un point sur lequel on est en train d'essayer d'apporter des correctifs. Et Dieu sait si les correctifs ne sont pas des rustines, c'est un énorme travail à faire, notamment sur la formation. Le ver de terre, ça, c'est quelque chose de passionnant. Comme indicateur, oui, alors vous avez raison. En faisant attention à ne pas passer dans la pensée magique, parfois j'observe ça. Vous avez le sol le plus compacté du monde, vous avez en plus une semelle de labour qui va encore renforcer la mise, etc. Vous laissez un peu de résidus dans la surface, les anessiques sont des frappadins, ils vont faire le trou là-dedans, ils vont y aller. Donc s'il n'y en a pas, c'est vraiment très grave. Mais s'il y en a, on n'est pas au bout du compte. Donc après, il y a plusieurs façons d'observer, c'est vrai que la collecte est assez lourde. Ils vont jouer un rôle important, mais c'est un indicateur d'un fonctionnement d'ensemble et un partenaire d'un fonctionnement d'ensemble. J'aime bien rappeler par ailleurs que si on s'amuse simplement à avoir une prolifération de vers de terre dans un sol, on le compacte aussi efficacement qu'en mettant un caterpillar. Donc il ne faut pas tomber dans la pensée magique, on va toujours repartir vers une question de synergie entre le fonctionnement du sol, biotique à biotique, et très lié à la diversité. Et c'est vrai que là, le ver de terre est quand même très intéressant, et parce qu'il fait, et parce que c'est un indicateur rapide à saisir, on peut faire plus simple que faire des comptages. Voilà, beaucoup de choses. Un petit point sur les analyses de sol, c'est très important, vous en avez fait. Parfois je fais des bons quand je vois les analyses de sol chez certains agriculteurs, je parle de France.
Parfois, je tombe sur des analyses qui sont ni faites ni à faire en termes de méthode, en termes d'interprétation, etc. Là, donc, il y a vraiment quelque chose qui peut être très important. Et c'est vrai que la matière organique, ça évolue lentement en teneur. Et on a plusieurs échelles de temps. Alors vous disiez, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Quand même, vous avez fait du diagnostic en disant qu'est-ce qui s'est passé, parce que vous me dites, oui, mais j'avais des semelles, j'ai changé la profondeur. Et oui, alors en sol argileux, c'est fondamental, mais pour ça, il fallait aller voir. Donc vous l'avez fait. Donc il y a quand même quelques outils, on en reparlera un petit peu. Ça, c'est vraiment fondamental, parce qu'en fait, c'est vraiment une interaction entre le sol et la pratique qui permet de prendre une décision. Bon, comme je veux faire court, l'aspect politique agricole est très important. Redonner le pouvoir aux agriculteurs. Oui, comment je renvoie peut-être cet après-midi, je donnerai quelques pistes là-dessus, chose qu'on est en train d'expérimenter. Ça me paraît fondamental. D'une part, c'est l'acteur. D'autre part, il agit pour vivre. Si on lui demande d'agir pour se suicider ou pour mourir de faim, il va falloir insister lourdement. Répondu une fois, mais c'était l'agriculture tropicale. Oui, si vous mettez un mirador en face de chaque parcelle avec une mitrailleuse, peut-être vont-ils le faire. Parce qu'on propose un truc tellement débile. Voilà. Donc là, attention, c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés à articuler les politiques agricoles centrales, les visions, les projections, qui se transforment en contraintes, en normes, etc. et qui, en fin de compte, ne sont pas forcément les outils opérationnels pour permettre aux agriculteurs d'aller dans l'objectif qu'on s'était fixé. Je reviendrai là-dessus très rapidement. Première question toute simple, quel type de couvert, quelles associations vous faites, quelles espèces et comment vous les implantez? Alors pour l'instant j'ai fait très simple, hein. Je fais comme couvert des féveroles, essentiellement, féveroles avec facili avant le soja. J'ai dû tester les graminées, mais j'ai très vite arrêté, parce qu'en fait ça faisait un tapis au sol, et le sol ne respirait pas bien, donc l'argile restait extrêmement humide. Je n'ai pas encore testé multiflore couvert. En fait, c'est pareil, d'abord il faut maîtriser ce que l'on fait. Donc une grosse graine, elle a de la réserve, elle peut rester dans le sec, elle va démarrer. Alors les couverts sont sur la partie de sol nu la plus longue, hein, pendant l'hiver. Je ne fais pas de couvert entre un blé et une orge, mettons, parce que c'est très aléatoire chez moi. Si vous semez un sorgho, c'est pas dit qu'il pleuve et qu'il pousse. Cette année, il a fallu que je sème des SIE pour la réglementation, et ils sont aujourd'hui, mes féveroles sont magnifiques dans mon orge, parce qu'elles n'ont pas poussé de l'été, elles ont poussé que maintenant. Voilà, donc ça fait partie pour moi des aberrations, et en plus c'est le champ sur lequel il y a eu le plus d'attaques de limaces. Donc si on pourra se poser des questions, pourquoi il y en a plus alors que les autres champs, il y en a eu moins. J'ai par contre pas abordé une chose, c'est sur l'activité biologique qu'il y a et la présence d'insectes. Insectes, grenouilles, hérissons, gibier. Alors les chasseurs, il n'y a pas photo. Eux, ils ont vite compris que c'était bien plus intéressant de pouvoir chasser sur ma propriété, ce qui fait même des jalousies les chasseurs des communes voisines. Mais il y a une recrudescence de présence d'insectes qui est quand même énorme. Donc on a eu fait des comptages de coccinelles. La semaine dernière, il y avait encore des coccinelles en vie dans les champs, malgré les gels qu'il y a eu. Voilà, je me permets. Les sangliers, parfois, eux aussi font la différence. Est-ce que chez vous, ils n'ont pas eux aussi repéré qu'il y avait pas mal de vers de terre? Ici, oui, sur les blés derrière le soja actuellement, il y avait quelques tampons de paille de soja, et ils sont tous retournés, labourés par les sangliers. Alors, les taupes aussi se développent beaucoup. Donc c'est des indicateurs, pas forcément très favorables, mais c'est un indicateur quand même qu'il y a une activité qui est intense. Alors vous avez évoqué la difficulté de mettre en place des couverts d'été. Et ça c'est vraiment une problématique dont on entend parler depuis très très longtemps ici en Midi-Pyrénées. Et depuis peu de temps on entend certains agriculteurs dire finalement on commence à y arriver. Lorsque l'on moissonne, je vais vous laisser commenter cela, lorsque l'on moissonne par de coupes un petit peu relevées, donc ça marche encore mieux lorsqu'on prend des variétés qui ont des pailles hautes
et qu'on ne met pas de raccourcisseur. Donc, moisson avec barre de coupe un petit peu haute, semis à la volée et broyage. Ça, c'est une nouveauté parce que semis juste après la moisson, c'est pas une grande nouveauté, dans les 24 heures ou 48 heures maximum qui suivent. Broyage des résidus de ces pailles, de ces chaumes, exactement des éteuils. Et le broyage, pourquoi? Pour éclater les brins. Alors ça, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, c'est Roger Béziat, l'ancien président de la Hauts-et-Sol, qui m'a dit ça. Pour parler moderne, il m'a scotché. Le fait de broyer, ça éclate les éteuils, les chaumes. Les éclatant, ça expose l'intérieur des chaumes, des éteuils, ça les expose au soleil, et l'intérieur est plus clair, presque blanc, entre guillemets, que l'extérieur. Ça donne un mulch qui finalement est beaucoup plus clair que si on avait fait que rouler sans éclater les brins. Donc l'effet d'albédo, me disait-il, est plus important, ça veut dire qu'il y a davantage de réflexion des radiations solaires, donc le mulch chauffe moins. Donc le sol qui est juste sous ces débris chauffe moins également, et donc globalement on perd moins d'eau par évaporation. Et je discutais avec un étudiant de l'ENSAT, un de mes étudiants, je réfléchis, je crois que je l'ai vu ce matin, Benoît Nougader, mais je crois qu'il n'est pas resté dans cet atelier. Il a observé, sans qu'il se connaisse avec Roger Béziat, il a observé la même chose chez lui, il est arrivé à la même conclusion, comme quoi, et moi je suis fan de ce propos, de ce discours, là, de ce que je vais dire maintenant. Les agriculteurs observent énormément chez eux, ils ont des capacités de déduction de ce qu'ils observent qui sont phénoménales, et ils ont une inventivité aussi phénoménale, et donc c'est pas pour rien qu'en France, en tout cas, l'agriculture de conservation des sols progresse fortement grâce aux agriculteurs. Et voilà, on a donc deux exemples, Roger Béziat, ce fils d'agriculteur, étudiant à l'ENSAT, qui ont observé la même chose, arrivé à la même déduction, l'intérêt de broyer, de moissonner dans le groupe relevé, de broyer les végétaux, les résidus, pour exposer l'intérieur au soleil, de façon à avoir un mulch plus clair, donc un effet d'albédo plus important pour mieux garder l'eau dans le sol. Et derrière cela, Roger Béziat roule, et maintenant il m'assure qu'il arrive à réussir les couverts d'été avec du sorgho fourragé semé de cette façon-là. Qu'est-ce que ça suscite chez vous comme remarque? Je vais suivre ça pour voir si effectivement ça fonctionne ou le tester chez moi. Hein, voilà. Après, la difficulté que je vais avoir, c'est la qualité du broyage pour avoir le paillage bien réparti derrière. Couper haut, je l'ai eu pratiqué, ça réduisait surtout la levée des mauvaises herbes derrière, donc on gardait les champs plus propres. Après, pour faire un semis de févrole plus tard, démarrage, les champs sont plus propres. Voilà. J'ai observé aussi, alors c'est encore un peu différent, mais certaines années, enfin je l'ai évoqué tout à l'heure, mon désherbage c'est 2 litres de glyphosate. C'est le seul phyto que je mets en herbicide sur certaines parcelles, parce qu'effectivement on a pu semer. J'attends d'être près de la levée pour le faire, donc pour essayer de décaler au maximum que les herbes aient commencé, enfin les graines aient germé. Voilà, donc en IFT, on peut réduire considérablement. Donc c'est pour ça que pour moi, l'usage du glyphosate reste quand même un besoin nécessaire. Hein. Je ne suis pas à 8 litres par hectare, je suis à 2 litres. Voilà. Mais l'autre problématique, c'est les vivaces. Quand je sème les maïs sur des couverts de févrole qui sont très importants, les graminées, elles ne poussent pas beaucoup dans ce couvert. Donc si elles poussent, le maïs est déjà relativement grand. J'ai observé que c'est plus les vivaces qui sont gênantes parce qu'elles finissent par passer et ensuite le maïs est trop grand pour pouvoir intervenir de façon chimique pour maîtriser. Voilà. Donc c'était plus le problème de ces vivaces dans le maïs. Voilà, alors après, sur mes outils, donc j'essaye d'implanter, donc c'est un vibrocideur, un semoir à dents, sur 4 poutres, des dents espacées pour que ça puisse passer dans la végétation. Voilà, et c'est quasiment le seul outil que j'utilise. Hein. Hormis là cette année d'avoir gratté un peu le sol, mais sinon c'est quasiment le seul outil que j'utilise. Une autre remarque, pardon, très très rapide, lorsqu'on laisse les éteuils très haut comme ça,
ne faut pas les laisser trop longtemps, hein, pas plus de 24 heures, 48 heures, parce que les rapaces qui repèrent des campagnols, ils plongent une fois et pas deux parce qu'ils se blessent. Et puis du coup, les campagnols risquent de proliférer parce qu'à l'abri des rapaces. Il semble que l'expérience de la réussite des semis d'été en période sèche est complètement liée à la quantité d'azote présente dans les sols. Est-ce qu'il peut en dire quelque chose? Parce qu'on constate très fortement que dans des croisements d'azote de l'année d'avant à côté d'un poteau, etc., il y a eu la même quantité d'eau et c'est des développements qui sont de 1 à 10. Donc cette question, est-ce qu'elle est observée également par les chercheurs et puis... Alors chez moi, oui, l'une des premières années où j'ai associé la févrole avec la facélie sur un chaume, la févrole a poussé, la facélie a poussé là où il y avait les recroisements de l'épandeur d'engrais. Le reste de la parcelle, ça avait germé, mais elle était toute petite. J'ai été aussi ferme de référence sur les reliquats azotés pendant 10 ans. Et puis un jour, j'ai reçu un courrier de la DDT m'informant que je n'étais plus, en fait, mes résultats étaient relativement bas dans les teneurs, et donc je ne correspondais pas à l'esprit de ces analyses. Voilà. Mais alors par contre, pour mes tournesols, je n'amène pas d'azote. Derrière les févroles, je fais un reliquat azoté. Voilà. Et donc, l'année dernière, j'étais à 120 unités de reliquat d'azote disponible pour un tournesol. Cette année, j'ai fait mes analyses relativement tard parce qu'il y avait beaucoup d'eau en permanence, donc les tournesols étaient grands, mais il y avait quand même 80 unités de disponibles. Derrière un chaume de blé, je ne sais pas au moment de la moisson ce qui reste comme azote dans le sol, ça je ne l'ai pas dosé pour le voir. Par contre, mes blés aujourd'hui sont très uniformes. J'ai vu mes voisins qui sont déjà, hier, avant-hier, ils ont démarré leur tracteur pour mettre l'engrais. Voilà, eux ils ont des décolorations, moi mes blés ils sont d'une homogénéité impressionnante. Voilà. Donc là, j'ai fait mes prélèvements pour faire les reliquats azotés pour voir. Ils sont en plein étalage, donc je n'ai pas du tout à me presser à mener quoi que ce soit. Peut-être un petit commentaire aussi, parce que comme sujet, oui, il y a un problème évidemment d'azote sur l'été, sur le précoce. Ce qu'on voit aussi à travers cette discussion, et les autres éléments qui ont été apportés, c'est qu'il y a énormément d'éléments à prendre en compte qui sont très variables selon le site, selon les circonstances. Donc on est vraiment dans une approche agricole qui est très différente de l'approche normative. Il y a un logiciel à construire, remarque de Jean-Pierre Sartou aussi, il y a un savoir-faire qui se développe extraordinaire, je confirme ça, même chose, énormément de choses. La question c'est comment on capitalise ça, d'une part. Et là, il faut vraiment que la recherche elle change un petit peu, à mon avis, de position. C'est-à-dire, au lieu d'être dans sa station et puis faire des recommandations qui sont parfois complètement orthogonales ou étrangères, ou j'appelle ça l'agriculture de fiction à ce qui va se passer au champ, il y a beaucoup à apprendre. On change de rôle, il faut se lâcher un peu de pouvoir, au lieu de vous dire, bah, vous faites comme ça, vous avez compris. Voilà, petite fiche, lisez. C'est qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, ça c'est intéressant. Là, peut-être votre interprétation n'est pas juste. Attendez, ça c'est généralisable, ça pas. Il faut faire le logiciel. Et l'autre problème que je constate, c'est que ce ne sont pas tous les agriculteurs qui sont prêts à faire ça. Il y a presque une question de psychologie, c'est-à-dire que pour certains, c'est un jeu, c'est beaucoup de plaisir au travail, c'est ce qui est souvent bien avant. Pour d'autres, ça fait peur. Ah, mais il faut que j'essaye, Et derrière ça, on a un concept d'adaptation au site, qui a été mis en avant presque miraculeusement en Suisse par l'Office fédéral d'agriculture, sans qu'ils sachent bien pourquoi, mais ça les a arrangés politiquement. Et on s'en sert au niveau de la recherche, en disant, puisqu'il faut adapter aussi. On va sortir des stations, maintenant parcelle agricole, on va regarder la spéciale. Voilà. Mais là, il y a un vrai développement, mais je dirais que c'est un peu un saut dans l'inconnu pour la recherche et pour la formation. Parce que là aussi, pour la formation, vous dites quoi aux étudiants? Vous leur dites, là où vous serez, vous regardez, puis on va voir. Non, on est au balbutiement à ce niveau-là, et ce qui marche à un endroit et à un moment ne marche pas forcément à un autre endroit à un autre moment. Et donc, c'est d'autres logiciels à construire qui impliquent nécessairement la capacité de décision et d'observation de l'agriculteur. Ça, c'est sûr. Et le partage, donc à construire aussi le partage. Il y a des tentatives aussi en Suisse pour mieux organiser le partage des observations entre agriculteurs. Moi je fais dans l'agronomie à Ségonès, donc on est allé voir des couverts d'été chez Florian Leguet, qui participe à des expérimentations sur les couverts, et notamment les couverts d'été. Donc cet été, alors là on est sur la zone des coteaux, à peu près c'est assez séchant
à l'est d'Aurignac. Voilà. Et il avait implanté un couvert multi-espèces maison dans un blé 10 jours avant la récolte, avec un épandeur à la volée avec un kit DB12, ce qui avait permis au couvert de lever avant la récolte, mais pas trop, ne pas gêner la récolte. Et donc nous on a observé avec les élèves son couvert qui atteignait 1,70 m à 2 m par endroit, à peu près 6 tonnes de matière sèche, qu'il laisse au sol, donc qu'il roule, qu'il laisse au sol pour implanter son deuxième couvert d'automne en févreol qu'il récolte pour ses vaches. Donc là, dans son cas, lui, il récolte la paille puisqu'il en a besoin pour son élevage. Et en tout cas, des couverts d'été dans des conditions qui sont quand même pas extraordinairement mirobolantes pour les couverts d'été, qui fonctionnent très bien avec ce type d'expérimentation. Juste une petite question, il est donc un agriculteur de conservation depuis combien d'années? Je crois depuis 2014. Donc ça ne fait pas très Ça longtemps. fait pas très longtemps. Et il est en zéro travail du sol. D'accord. Mais pour réussir dans cette technique de semis à la volée en pré-récolte, effectivement ça marche. Ça peut marcher, mais le risque c'est que les graines ne germent pas lorsque le sol n'a pas une porosité de surface suffisamment développée. Les graines sèches, elles n'arrivent pas à s'humecter. Donc ça marche bien lorsque la structure de surface a déjà évolué. Avec de la porosité, les graines trouvent des petits interstices, quoi. Et effectivement, à ce moment-là, ça peut marcher. Avec le programme Agro, on a lancé des essais de ce couvert à la volée chez pas mal d'agriculteurs. Voilà, et la réussite, alors ce que vous avez dit là, dans les phrases précédentes, on a des choses qui peuvent marcher à un endroit à un moment et pas forcément marcher à un autre endroit, ni au même moment ni à un autre moment, ni au même endroit de moments différents. Les semis à la volée, la réussite est très très hétérogène sur les résultats de cette année qui ne représentent qu'un effet année avec plusieurs dates de semis différentes à plusieurs endroits différents. Il y a des trucs qui n'ont pas du tout levé, il y a des trucs qui ont très bien levé. C'est à chercher, on a testé des trucs enrobés, des trucs pas enrobés, il y a beaucoup de choses qui ont été testées, on n'y est pas encore. La clé de notre système de la réussite, c'est effectivement l'implantation de couverts estivaux, notamment pour les histoires captation de carbone et tout ce dont on a parlé. Le sorgho fourragé paraît être une des plantes les plus intéressantes, sauf que dès qu'on enlève de la diversité dans le couvert, on enlève la diversité dessous aussi, donc ça pose d'autres problèmes. Il y a beaucoup de choses à creuser là-dedans, et les outils à l'arbre ont l'air quand même assez intéressants pour implanter en post-récolte avec un roulage derrière, un semoir à dents avec un socle très ferme qui est capable de positionner quand même, de recréer cette porosité de surface dont tu viens de parler, Jean-Pierre. Bonjour. Oui. Pour enchaîner, donc Anne-Marie Joliet, Société Nataïs, je me pose la question par rapport à les itinéraires techniques en couvert, puisque voilà, on voit que les couverts doivent être conduits et raisonnés comme des cultures, notamment en termes de fertilisation et de désherbage. Est-ce que le fait de fertiliser pour avoir optimiser les couverts, plus de biomasse, et éventuellement de les désherber pour faire l'impasse sur le glyphosate qui est quand même utilisé aussi pour nettoyer les terres avant les semis. Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez déjà? Est-ce que vous désherbez les couverts? Est-ce que vous les fertilisez? Est-ce que c'est des pistes de réflexion intéressantes à l'avenir? Alors fertiliser, je ne fertilise pas les févroles, elles se débrouillent à récupérer l'azote et à la fixer dans le sol. Sur les désherbages, oui, si mon couvert de févrole est envahi de graminées, je vais le désherber. J'ai eu une des premières années un essai où j'ai eu de la vulpie qui s'est mise à pousser dans la févrole. Elle était trop dense pour que je puisse passer à détruire la vulpie, et donc la vulpie est restée dans la févrole, et j'ai semé dans une févrole de 1,50 m et de la vulpie qui faisait 30 cm de haut, et un vrai tapis, très très dense. Et j'ai semé le lendemain d'une pluie de 25 mm parce que la févrole avait asséché l'argile, donc c'était trop dur pour semer. Donc j'ai profité de la pluie et pareil, tout le monde s'arrêtait en disant ce courage est complètement disjoncté, il a plu et il est en train de semer. Et le semoir passait dans un sol qui était frais,
pas du tout gorgé d'eau. Et la difficulté que j'ai eue derrière avec cette vulpie, c'est que quand j'ai roulé, en fait, il y a des zones où elle est restée à plat, au sol, et le maïs est passé, et là où la vulpie est restée debout, ça a fait de l'ombre au maïs qui a germé, et ça a fait des pieds chétifs. Voilà. Donc aujourd'hui, si vraiment on constate qu'il y a un envahissement de graminées à travers la flamerole, à mon avis, il faut l'éliminer pour éviter d'avoir ces problèmes de semis au printemps. Donc il faut pouvoir utiliser des produits. C'est comme tout, on doit tout gérer. On ne peut pas être performant partout, mais c'est un compromis. Voilà. Permettre de pouvoir faire un compromis pour gérer son couvert. Mais aujourd'hui, la difficulté, c'est si je faisais un couvert de graminées que je devais apporter de l'azote, la réglementation va me l'interdire. Donc je ne peux pas le mettre en place déjà. C'est un petit mot sur la question du glyphosate notamment. Moi j'ai été assez consterné par les débats qu'il y a eu face à l'interdiction du glyphosate et par les postures. On a des postures qui sont des postures idéalistes d'un côté ou de l'autre, ou en tout cas sans nuance. Dans toutes ces situations, pas seulement par rapport au glyphosate, on a affaire à des situations en pleine dynamique. Donc vous avez des gens qui sont en train de réduire les doses, qui inventent, qui mettent au point, puis après on fait une moyenne, on dit regardez, l'agriculture utilise tant de glyphosate, pas bien, il faut arrêter ça. Et on gère avec des moyennes, sur cette question comme sur pas mal d'autres, et du coup on flingue les dynamiques. Et les moyennes n'ont souvent aucun sens, hein. Le barycentre d'une altère au milieu, hein. Les poids ils sont là-bas. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup de mal à gérer institutionnellement, mais j'inclus là-dedans les organisations agricoles, que ce soit syndicats ou organisations liées aux directs par exemple, qui ont eu, à mon avis, des réactions qui ne mettaient pas en relief suffisamment un objectif à terme et des dynamiques. Et ça c'est extrêmement toxique en termes de communication entre institutions, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est très très difficile. Dès que vous commencez à discuter, essayer de faire comprendre ça à un décideur, il s'endort ou il dit merci. Mais voilà, il y a et puis là. Et attention, donc on voit que ce qui se crée actuellement, ce sont vraiment des observations très fines pour réduire, pour adapter. Et on n'est ni dans la logique de on maintient tel que point barre, ni dans la logique de on supprime tout, ce qui font plaisir intellectuellement, mais dans la pensée magique. Jean-Luc Bajon, je suis aussi un PDG, paysan du Gers. Donc à l'Île-Jourdain, un peu plus près qu'à l'Aisne de Toulouse, à l'Aisne que je connais bien. Première des choses que je veux poser, c'est de dire que je suis un ardent défenseur de l'agriculture de conservation et que je pratique depuis plus de 5 ans. Je pose cela parce que j'ai aussi des critiques à effectuer et ma vision n'est peut-être pas aussi idyllique que celle qu'a présentée Alain. On a parlé de petites problématiques, par exemple, liées au sol vivant, et que peuvent être de nouveaux prédateurs tels que les corbeaux, les taupes, les sangliers, les limaces, des choses comme ça. Alors c'est bien pour ça que j'ai dit préalablement que je suis un ardent défenseur. Par contre, j'essaie de m'émanciper et de faire en sorte de pouvoir lutter contre ces phénomènes nouveaux qui apparaissent et qui sont quand même liés à l'agriculture de conservation. Je pose aussi le fait que je ne suis pas venu pour filer des leçons de plus pour en recevoir et que par moi-même j'ai des questions à poser, en particulier à l'enseignant-chercheur, pourquoi pas, qui me semble avoir une vision très intéressante de ce que doit être l'agriculture de conservation et de tout ce qui nous entoure autour de nous pour le mettre en place aisément et longtemps. Alors je dis je ne suis pas venu pour filer des leçons, mais par contre s'il y a des agents de contrôle de la DDT ou autre, peut-être que là je voudrais bien leur filer quelques leçons, notamment sur la nécessité de mettre un petit peu d'azote pour faire pousser des couverts, parce que comme l'a dit Alain aussi par expérience, moi en 2002 je me suis amusé à semer de la facélie parce qu'à l'époque il fallait faire des cultures intermédiaires, pêcher des trates, des choses comme ça, parce qu'on nous accusait, voilà, nous agriculteurs, de mettre trop d'azote dans les champs. Et je dis pourquoi pas, après tout je suis accusé, je vais essayer d'implanter une culture, pas parce qu'on me l'impose, mais parce que j'en ai envie, ça je le précise aussi, parce que je suis plutôt un réactionnaire, et je fais les choses parce que j'en ai envie, pas parce qu'on me le dit de le faire. Et parce que
Je me fais confiance, je fais confiance à mon bon sens paysan. Hein, ça, il faut absolument le mettre en avant dans tout ce que les discours qu'on doit avoir et pour dynamiser l'agriculture de conservation. Donc en 2002, ça remonte à loin, je fais de la Facelli et comme a dit Alain tout à l'heure, le seul endroit où c'est que ça a relevé et poussé, où c'est qu'il y a eu de la Facelli correcte, c'était sur les recroisements d'azote, puisque je fertilise en azote liquide, donc avec un pulvé de 24 mètres. Et comme je ne suis pas bon et que je travaille pas au GPS et que je n'ai pas de coupure de tronçon, etc., il y avait des bandes de 2 mètres à l'intérieur de mes champs où la Facelli était née. Et là, quand même, j'avais conclu, garçon, de l'azote dans ton sol, il n'y en a pas trop, tu ne dois pas trop polluer, puisque finalement, il n'y en a que là où tu en as mis le double. Vous me suivez quand même dans la démarche. Alors je reviens à l'enseignement chercheur parce que si je viens pour poser des questions, c'est pour essayer d'avancer sur des trucs où j'ai peut-être des freins, et notamment sur les vitesses dynamiques de progrès en agriculture de conservation. Là je m'interroge beaucoup. Je considère avoir un certain recul sur le non-labour et sur l'ACS aussi, et je trouve que ça ne va pas aussi vite, et notamment aux lectures d'analyse de sol, que ça pourrait aller, enfin en tout cas ça n'a pas l'air d'aller aussi vite que ça va chez toi, Alain. Si je m'en réfère à mes analyses de sol, mais qui sont peut-être pas bonnes, comme vous l'avez laissé un petit peu sous-entendre, et au sujet de l'interprétation, suivant le laboratoire qui les a fait, suivant les commentaires qu'on peut avoir, enfin suivant tout un tas de choses. Et je veux dire par là aussi, il y a une notion qui est très importante, c'est que l'agriculture n'est pas une science exacte. Faire un découvert d'été en 2018, c'était très dur parce qu'au mois d'août, il n'a pas plu. Et les fèves, comme chez toi, Alain, elles ont pu pousser au mois de septembre ou octobre quand il s'est enfin résolu à tomber quelques millimètres de pluie. Donc l'agriculture n'étant pas une science exacte, alors, je n'attends pas qu'on vienne nous imposer, bon an, mal an, de dire par exemple, on n'a pas le droit de mettre de l'azote avant le 15 janvier, faire des choses comme ça. Parce que le bon sens paysan veut qu'on ne va pas dépenser de l'argent pour le plaisir de dépenser de l'argent, mais qu'on va appliquer à certains produits, pesticides ou chimiques en grande synthèse ou autres, parce que, intuitivement, on sait observer et on sait voir si notre plante a besoin de quelque chose, d'être soignée ou pas. Voilà. Je vais arrêter là parce que je suis capable d'en dire beaucoup, et il vaut mieux qu'on vous écoute. Merci. Mais non, il y avait une question sur les vitesses. Sur la vitesse. Oui, d'accord. Alors c'est le temps de refroidissement du 40-105. Alors, non, je vais répondre. Il y a d'énormes hétérogénéités déjà, à situation égale en termes édaphiques, de qualité de sol, type de sol, exposition, etc., des exploitations qui sont côte-côte, on peut voir d'énormes différentiels se générer. D'un point de vue déclaratif, ils ont fait la même chose. Si vous êtes sur le terrain, vous voyez que c'est pas tout à fait tout. Il y a Canadra, il y a des. Voilà. Donc, et là, c'est très important parce que d'un point de vue déclaratif, ils ont fait la même chose. Ce qui veut bien dire que tout ce qui est de l'ordre de la norme imposée va louper son effet, ce qui veut bien dire aussi que du point de vue du conseil, on a un problème. Et qu'il faut se donner les outils de diagnostic à la parcelle pour prendre des décisions. Voilà. Bon. Alors maintenant, si on revient là-dessus, une composante très importante, effectivement, c'est l'état du sol au départ. Et c'est vrai qu'un sol argileux dégradé, c'est une catastrophe et c'est un gros potentiel de progression. Si on ne se plante pas, on pourra revenir là-dessus. Et là, je vois des plantages terribles parce que les gens ont juste dit, ok, je change, je fais de l'agriculture de conservation. Rien qui pousse. Voilà. Donc, on pourra revenir là-dessus, mais alors, première chose, c'est d'avoir les outils diagnostiques. Alors, la structure, l'état structural, vous allez pouvoir le faire évoluer assez vite. C'est-à-dire qu'une structure qui est dégradée, massive, on voit bien dans les modes que vous cassez là-bas, la prof bien fermée, etc., ça peut évoluer en une seule saison avec un couvert, étonnamment. C'est-à-dire que... Mais elle est vulnérable, fragile, je reviendrai là-dessus. Donc, première opération que vous allez faire dessus, ça va regnaquer. Il faut déjà permettre à l'enracinement de descendre. Il faut permettre à la circulation de l'eau et de l'air vertical. Ça va être la première chose. Et ça suppose d'avoir fait un diagnostic, d'avoir regardé son profil, c'est où est-ce que ça bloque, pourquoi. Et c'est clair que là, le démarrage, sur certains sols argileux complètement, enfin ça ressemble à de la pâte d'amande et encore en plus dense, là il va quand même falloir redémarrer le truc et parfois ça résiste sérieusement. Là il faut être sûr qu'on peut redémarrer, il faut peut-être passer par des couverts ou des prairies pendant 2-3 ans qui refont un début de travail. Dans certains cas extrêmes, on est là, ça ne va pas repartir sans ça. Alors on va s'acharner et puis tout va partir avec la première queue au bout du champ, tous les graines on les ramasse dans le fossé, et pas de problème. Voilà.
Alors, la première chose, c'est de regarder la structure du sol, où est-ce qu'on en est, et de regarder le statut organique, mais pas la teneur en matière organique, le rapport matière organique argile. J'en donnerai ça cet après-midi. Et puis ça, vous allez le faire évoluer lentement, mais c'est ce qui va vous donner votre assurance qualité au cours du temps. C'est-à-dire la vulnérabilité du sol va diminuer à mesure que vous augmentez votre rapport matière organique argile, et les seuils sont connus. Je vous parlerai cet après-midi. Alors, est-ce qu'on peut le faire? Vite et comment? Et là, c'est tout. Alors, ça, on verra que ça rejoint aussi les questions climatiques et éventuellement, tant mieux pour nous. Mais le problème, ce sont quels outils vous avez pensé. Alors, est-ce que vous devez mettre de la fumure? Et pas n'importe quoi, hein, entre les composts, les fumées, etc. Mais est-ce qu'il y en a? Sur Genève, actuellement, ceux qui progressent le plus vite en matière organique, ils consomment 10 fois la ressource disponible. Voilà. Heureusement, ils ne sont pas nombreux. Mais est-ce qu'on peut en faire une méthode recommandée? Ben, à ce stade, non. Ou alors, est-ce qu'on va uniquement s'appuyer sur ces couverts, par exemple, où là, effectivement, c'est la photosynthèse qui a besoin du carbone. On est en train de travailler à voir les vitesses qu'on peut tenir avec ça. Il y en a dans la littérature qui sont données, mais une fois sur une parcelle au Nigeria, une fois sur un machin. Donc, attention, d'une part, et d'autre part, est-ce que c'est couplé ou pas? C'est-à-dire, ok, est-ce qu'on peut découpler en disant, ah non, moi je choisis les couverts, pas la fumure? Oui, mais attends, quelles sont les... Ça, c'est vraiment les questions qu'on est en train de travailler actuellement. Mais il y a des gens qui travaillent comme ça, qu'on suit, et qui gagnent. Vraiment, ça peut être plus lent. Si vous arrivez à gérer vos opérations et vos rotations, ça c'est la diversification des rotations notamment, pour à chaque fois que vous avez fait des dégâts, une année sur 6, ou faire en sorte que l'année suivante dans la rotation c'est récupéré, j'entends cette fois-ci l'état de la structure, là vous êtes sur une porteuse et ça s'améliore. 10 ans après, vous avez fait un demi-point de matière organique. Si vous êtes dans une politique de fumure, vous avez l'occasion, parce qu'il y a du compost, parce qu'il y a du fumée, une fumure vraiment volontaire, vous êtes dans les taux de progression beaucoup plus rapides. Dans 5 ans, vous avez des changements très significatifs. Mais ça n'est pas généralisable. C'est l'état de l'art, mais dans 2-3 ans, on espère en avoir un peu plus. Je voudrais juste rajouter un point là par rapport aux outils de sécurité que l'on peut mettre en œuvre. Moi, j'ai déjà augmenté toutes mes densités de semis dès le départ quand j'ai commencé. Donc, que ce soit en maïs ou en tournesol, parce qu'il y a plus de prédation. J'ai eu une expérience sur le maïs, donc j'avais mis 5 kg d'antilumas sur le rang. 72 heures après, il n'y avait plus un granulé visible. Là, j'ai eu peur. Et le maïs a poussé, il n'y a plus. Enfin, donc il y a quand même de la présence, il ne faut surtout pas réduire ou se dire, ben là, je peux faire rien. Non, les premières années, il vaut mieux quand même assurer, il faut un certain nombre de plantes au mètre carré pour faire du rendement aussi. Donc, il ne faut pas non plus vouloir trop réduire. Il y a tellement de choses que l'on fait bouger, il ne faut pas vouloir jouer sur tous les curseurs à la fois, il faut sécuriser certains. Ce n'est pas le coût de la semence en plus qui est le plus préjudiciable. Je me permets juste d'ajouter une précision sur les limaces, parce que c'est vraiment un problème important. Nous avons travaillé un petit peu dessus. Malheureusement, on a commencé à découvrir des choses très très intéressantes, mais on n'a pas pu... Il faudrait faire une thèse carrément dessus. Mais ce qu'on a commencé à découvrir, c'est que on entend de plus en plus souvent dire qu'à l'agriculture de conservation, le nombre de limaces augmente et parfois le nombre de dégâts, les dégâts diminuent au bout d'un certain nombre d'années. Et effectivement, nous nous sommes rendus compte que c'est au bout de plusieurs années, 6-7 ans, 5-6-7 ans, de non-travail du sol, strictement non-travail du sol, et pas d'anti-limaces, qu'on observe ce phénomène étrange. Il y a davantage de limaces, et pourtant les dégâts diminuent, et nous avons mis en évidence que c'est parce qu'il y a changement des espèces, des communautés de limaces. Ce ne sont pas les mêmes espèces, c'est pas la plus dommageable, hein, Deroceras reticulatum, c'est-à-dire la loche, quoi. Celle-ci a tendance à fortement régresser, et c'est d'autres espèces qui arrivent, et notamment une espèce qui n'existe dans aucun manuel livré d'identification des limaces qui prend le dessus, une qu'on a pu identifier grâce à des clés d'identification des mollusques de France qui venaient du muséum, et qui n'existe que dans les haies, dans l'humus provenant du bois, en décomposition, et on a fait des analyses isotopiques, et on a confirmé qu'effectivement, ces limaces-là, parce qu'avant elles, c'en est une autre qui s'installe aussi, mais avec quasiment pas de dégâts, ces espèces qui mettent du temps à s'installer, elles ont un régime alimentaire, grâce aux analyses isotopiques qu'on a faites, qui semblerait effectivement être beaucoup plus basé sur la saprophagie. La saprophagie, c'est le fait de se nourrir de matière organique, donc éléments morts, alors que la première, celle que vous connaissez, la loche, elle est surtout phytophage. Voilà. Là, il y a vraiment quelque chose de complètement nouveau à découvrir. On a juste fait qu'entrouvrir le problème, découvrir un petit peu des choses intéressantes, mais ça reste à confirmer. Mais il y aurait une thèse à faire. Voilà. Donc, même côté limace, rien que côté cette problématique limace,
les choses sont beaucoup plus compliquées qu'on ne le pensait au départ, quoi. Même retour côté suisse, hein, des agriculteurs qui depuis 10 ans n'en mettent plus d'antilimaces en agriculture de conservation. Et je ne sais pas si certains d'entre vous avez vu, il y a 2 ans, il y avait une tournée qui avait été organisée avec les Suisses Nautilles à Genève, et puis on réfléchissait un d'entre eux, et il expliquait ce qu'il faisait, et les visiteurs disaient mais tu as des limaces, et puis il répondait même pas, ça l'intéressait pas, quoi. S'il avait des limaces, hein, mais pas de problème. Et ils ont dû insister, s'y reprendre à 3 fois avant qu'il veuille bien répondre que oui, non, il ne mettait pas d'antilimaces, ils s'en doutaient. Et ça, les autres n'écoutaient plus ce qu'il racontait parce qu'ils voyaient des limaces, et puis voilà. Donc ça, il y a vraiment quelque chose à creuser là. Oui, bonjour. Donc, agriculteur sur les coteaux du Lauragais, donc des terres argilo-calcaires. Je voudrais poser une question. Quand vous dites zéro travail du sol, vous avez quand même des argiles, etc., enfin les moissons de l'espace, etc., les semaines de vacances. Donc, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pensez des décompacteurs? Est-ce que ça modifie la flore, enfin les vers, etc. Alors, je ne fais pas de profil en permanence sur les sols, mais ce que je remarque, c'est quand je passe avec une moissonneuse. D'abord, je ne vais pas passer avec une moissonneuse batteuse si le sol est humide et décalé, où je fais attention. Donc il y a peut-être après le choix de certaines variétés à ce qu'elles soient un peu plus précoces pour éviter de tomber dans des zones climatiques qui soient très défavorables. Cette année, j'ai passé un petit coup d'outil de 15 cm parce qu'on a circulé dans des conditions très humides. Mais je décompactais, quand j'ai arrêté de labourer, j'ai décompacté. Je suis passé sur des décompacteurs qui ne bouleversaient pas les horizons, donc dans Michel. Et puis au fur et à mesure, j'ai arrêté de décompacter. Et mes rendements n'ont pas bougé. Voilà, sur mon exploitation, ça s'est passé comme ça. Après, je ne peux pas dire pour les autres, mais c'est comme les résultats de mon analyse de sol. Elle est sur une parcelle, j'essaie de voir si d'autres ont la même chose. Après, voilà. Ça, il faut se le gérer soi-même. Hein. Il faut regarder. Si vraiment on a matraqué, comme je disais, la vitesse de récupération du sol n'est peut-être pas la même que mon besoin de récolter ma culture marchande. Donc il faut que je puisse à ce moment-là intervenir pour restructurer. Sinon, je vais perdre de rendement et à ce moment-là, économiquement, je rentre dans une situation de difficulté. Ce n'est pas ce qu'il faut souhaiter. Donc si vraiment on abîme sa structure, à ce moment-là, il faut la réparer. Alors, ça, je souscris pleinement, c'est exactement ça. Et tant que vous n'êtes pas revenu à un statut de vulnérabilité du sol suffisamment sécure, il faut faire attention, il faut être pragmatique, il faut observer. Donc, pas de dogmatisme. Il ne faut pas dire bouh, horreur des compacteurs, il ne faut pas dire oui à fond des compacteurs. Alors, je croise des gens qui décompactent 2 fois par an. Ils veulent le faire 2 fois par an. Il y a un problème. Oui, alors des décompacteurs qui ne retournent pas, ça peut être utile, ça doit partir d'un diagnostic de l'état du sol. Et d'état croisé, c'est un profil culturel. Est-ce que les racines passent pas, pourquoi, comment? Alors, à partir de là, on peut faire une décompaction et sans retourner, choisir les bons outils, ne pas se priver de faire quelques mètres, d'ouvrir et de regarder ce qui s'est passé. Et surtout, ce qui me paraît extrêmement important, c'est d'avoir une culture derrière, que ce soit un couvert ou une culture, qui reprend puissamment tout de suite derrière. Parce que ce que vous avez fait avec le décompacteur va disparaître dans les 2 mois qui suivent si vous n'exploitez pas cette ouverture de passage pour la biologie. Donc là, vous voyez, nous pouvons en faire 10 fois de suite. Le sol va reprendre en masse, vous n'aurez rien gagné. Donc c'est une ouverture que vous créez, et la suite du travail, c'est effectivement l'activité biologique qui va le faire. Donc il faut vraiment enchaîner les 2 opérations. Et ne pas craindre avant, pendant, après, de regarder ce qui s'est passé, pour évaluer quand est-ce que ça a bien marché, quand est-ce que ça n'a pas bien marché. Le beau, moi j'aime bien l'image de la pâte d'amande, vous passez un couteau au milieu, vous poussez un petit peu, ça ferme, donc terminé. Un indicateur, c'est aussi la taille de votre couvert. Si vous avez une févrole qui fait 1,50 m et à côté elle fait 40 cm, vous avez tout de suite la zone qui a un problème. Aujourd'hui, c'est très facile de repérer les accidents de sol grâce au couvert. Oui, la réponse est effectivement très fiable entre le développement d'un couvert et puis l'état du sol. Et tout à l'heure, quand je parlais de non-travail du sol concernant l'arrivée de ces limaces un petit peu particulières, en fait, c'est ce que nous avons observé. Nous avons suivi plus de 50 agriculteurs
Et ça n'est que chez les agriculteurs qui n'avaient pas du tout touché le sol depuis 5, 6 ans ou 7 ans, et parmi l'antilimace en même temps, qu'on a observé ces espèces très très particulières de limaces. Et du coup, notre hypothèse, c'est là que je dis qu'il faudrait faire une thèse carrément dessus, notre hypothèse, c'est que ça soit lié en partie aux caractéristiques électrochimiques des sols, parce que dès que l'on travaille un sol, on l'oxyde. Et il est fort possible que Deroceras, enfin la loche que tout le monde connaît, elle supporte les sols oxydés, alors que ces espèces qui mettent du temps à arriver, au contraire, ne supportent pas les sols oxydés et besoin en surface de potentiel redox plus bas. Et on a ces potentiels redox plus bas que lorsque l'on cesse de travailler le sol, puisque non seulement le sol, les agrégats sont moins oxydés, mais en plus, les résidus restent en surface, la matière organique contribue à faire baisser le redox. Et sans vouloir déflorer le sujet, je vous conseille de bien écouter ce que dira Olivier Husson cet après-midi, parce que la problématique nitrate, pollution avec des ions NO3-, c'est en bonne partie expliqué par le potentiel redox du sol. Le travail du sol oxyde les sols, un sol oxydé fait que l'azote se retrouve sous forme NO3-. NO3- n'est pas retenu par le complexe argilo-humique. En agriculture de conservation, on travaille plus le sol, on descend dans le redox, on arrive avec des NH4+. L'azote se retrouve sous forme NH4+, et bien ces NH4+, sont retenus par le complexe argilo-humique. Donc, tant qu'on ne se préoccupera pas de ce potentiel redox, eh bien, et qu'on aura des sols très oxydés, on aura beaucoup de mal à lutter contre les fuites d'azote. Voilà. Olivier va le redire, je pense, cet après-midi. Et ça, il faut que la législation évolue aussi, en tout cas, se préoccupe, connaisse ce phénomène-là, pour que l'on arrive un jour à maîtriser ce phénomène des pollutions azotées. Ouais. C'est moi. Moreno Estanguet de Val de Gascogne, dans le Gers. C'est une question pour Alain par rapport au tournesol. Dans notre région, le tournesol est une culture importante, et en agriculture de conservation des sols, quel est ton itinéraire culturel exactement sur le tournesol pour le réussir? Parce que la difficulté du tournesol, culture pivotante, elle est hypersensible à la structure. Voilà. Est-ce que tu y arrives malgré tout en étant en non-labour, faire un non-travail du sol? Donc mon itinéraire il commence à la date du semis de mon couvert, en général à mi-octobre. J'essaie d'attendre que les retours de pluie viennent pour le semer. Et ensuite, au mois de mars, avril, en fonction de la hauteur et de l'hygrométrie du sol, à ce moment-là, je vais le détruire, je vais le rouler. J'ai un rouleau hacheur, c'est un rouleau brise canne de tournesol sur lequel j'ai rajouté une lame supplémentaire parce que pour réduire le pas, si on a des petites féveroles, elles arrivent à passer à travers le rouleau et à ne pas être écrasées, tandis que là, le pas est plus court et donc elles sont toutes roulées. Donc, je roule ma féverole, je laisse passer 24 à 48 heures que l'argile sèche un petit peu puis que le couvert perde un peu d'eau. Et après, je passe donc cette rotative de façon superficielle pour casser le collet de la féverole pour être sûr qu'elle ne reparte pas. J'ai constaté que si elle ne cassait pas, elle arrivait à repartir derrière. Si vous avez fait le glyphosate, comme il n'y avait plus de végétation dessus, ça ne la détruit pas, donc elle repart. Voilà, donc je passe ma rotative, juste superficiellement, et après, l'idéal c'est de semer dans les 24 ou 48 heures qui suivent, parce que là, la terre elle est vraiment à point. Par contre, une autre difficulté qui peut arriver, c'est si on fait ça et qu'on prend de la pluie, à ce moment-là, on est plus en retard pour semer que ceux qui ont remis la terre, parce qu'elle reste plus grasse, plus humide, et il faut patienter. Mais sinon, après, j'ai une semoir, comme j'ai dit, en monograine de semi-direct, qui est très lourd, qui est bien équipé, donc, qui ouvre le sol. Mais le résultat est là, sur mon cas et mon exploitation. Parce qu'effectivement, en argile, c'est très compliqué de réussir les tournesols. Bonjour, Sylvain Fourquet, agriculteur dans le Gers. Je connais bien Alain aussi. Voilà, je voulais savoir si le passage donc en semi-direct sous couvert, ça n'implique pas aussi un peu de revoir la fertilisation azotée, surtout dans l'échelle du temps. Parce que ce que j'ai pu comprendre en discutant un petit peu, c'est que les couverts, pour qu'ils se dégradent, il faut de l'azote, ils en consomment. Et ça peut créer des fins d'azote sur les cultures. Donc, comment est-ce que vous voyez ça, vous
en tant que technicien ou agriculteur. Oui, alors je commence à répondre. Donc oui, ça il faut modifier effectivement les fertilisations, il faut les anticiper. Donc aujourd'hui, au moment où je sème, je mets de l'engrais liquide. Je m'étais aperçu effectivement comme mes sols ont très peu de phosphore et potasse, parce que je faisais des impasses, il y avait des phénomènes de carence induite, notamment sur le maïs, très marqué. Donc aujourd'hui, je fertilise au semis pour réduire et ça m'est arrivé aussi d'apporter de l'azote dans le couvert de févrole avant de le détruire pour être sûr de ne pas avoir ce phénomène de fin d'azote. Mais la fertilisation, c'est pas qu'on en mettra plus, mais effectivement, il faut la gérer en la décalant, il faut peut-être l'anticiper davantage et au final, après, passant la restitution, là aussi, je fais des analyses de sol, mais je ne sais pas à quelle vitesse ça se relâche. À un moment donné, j'ai cette image. Mais je ne sais pas. C'est sûr que dans le couvert qui fait 5 ou 6 tonnes de matière sèche, des unités fertilisantes, il y en a un paquet stocké. Alors, sur l'azote, moi je voudrais juste poser une autre question. C'est peut-être Olivier Husson pourra répondre aussi à ça tout à l'heure dans la conférence. Tu nous as parlé des nitrates et de l'ammonium en fonction du redox. Qu'en est-il du protoxyde d'azote? C'est-à-dire qu'on sait que ça vient des nitrates, on sait que c'est un des gaz principaux à effet de serre, on sait qu'il est très dépendant des systèmes engrais azotés de synthèse et de systèmes d'irrigation. On a des doutes que c'est lié au travail de sol. Mais il y a des recherches aussi qui nous disent que ça vient des couverts végétaux aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bon. Alors moi, je ne suis vraiment pas spécialiste du protoxyde d'azote, même pas de la fertilisation azotée. Mais ce que j'en sais, connaissant, je pense que la plupart, beaucoup de personnes ici connaissent le cycle de l'azote. Le protoxyde d'azote provient des nitrates. Les organismes du sol respirent, les organismes aérobies, ceux qui respirent comme nous, ont besoin d'oxygène. Ils respirent à partir de l'oxygène du sol, et puis lorsque, après une pluie, eh bien, toute la macroporosité, la mésoporosité est remplie par de l'eau, eh bien, elle ne respire plus avec l'oxygène gazeux, mais ils respirent avec de l'oxygène pris dans des molécules dans lesquelles il y a de l'oxygène. Ça dépend, c'est l'oxygène dissous dans l'eau, et puis lorsque cet oxygène-là n'y en a plus, eh bien, ça va être de l'oxygène capturé, enfin prélevé sur les ions NO3-. Donc NO3- devient NO2-, et puis ça devient N2O, et puis il reste encore de l'oxygène. Si le processus de dénitrification, puisque là je suis en train de parler de dénitrification, va jusqu'au bout, ça va jusqu'à N2. Et ça c'est idéal, puisque si on va jusqu'à N2, c'est un gaz inerte qui fait quasiment 80% de l'atmosphère que nous respirons. La dénitrification est totale. Et le problème, c'est que c'est lorsque la dénitrification n'est pas totale et que la chaîne que j'ai décrite de réaction, que j'ai rapidement décrite tout à l'heure, s'arrête à N2O, eh bien on a la molécule qui est gazeuse, qui va dans l'atmosphère, et on a du protoxyde d'azote qui contribue à l'effet de serre. Et alors, il y a beaucoup de publications qui montrent et qui aboutissent à la conclusion que l'agriculture de conservation provoque des émissions de N2O, protoxyde d'azote, entre parenthèses, qui est 300 fois plus actif que le CO2 pour le réchauffement climatique, un PRG, pouvoir de réchauffement global, 300 fois plus important que le CO2. Donc, beaucoup de travaux arrivent à la conclusion que l'agriculture de conservation des sols émet plus de N2O que le travail du sol. Et en fait, la publication la plus significative sur le sujet, parce que, ayant regardé des sols après 30 ans d'agriculture de conservation des sols, et non pas 4-5 ans, comme la plupart des travaux dont je parlais jusqu'à maintenant, après 30 ans d'agriculture de conservation des sols bien conduits, ce sont des travaux réalisés aux USA, démontrent que l'agriculture de conservation émet beaucoup moins, mais beaucoup moins de N2O que le système en labour, et même que le système avec travail du sol avec eau chiselle. Et ça s'explique par une activité microbiologique plus importante, sur une profondeur aussi plus importante. C'est là que le temps joue. Michel Puru insistait ce matin sur l'importance de cette échelle temporelle. L'agriculture de conservation n'arrive pas à des bons sols comme ça, en claquant des doigts d'une année à l'autre.
Mais plus le système est ancien, plus l'activité microbiologique se trouve sur une profondeur importante, et à ce moment-là, plus il y a une activité microbienne présente pour consommer ces atomes d'oxygène sur les molécules nitrate, nitrite, N2O, etc. Et donc plus on a une probabilité importante d'arriver au NO2, donc probabilité importante que le processus soit complet. Pierre Michel, dans la vallée de la Garonne, pour parler de couverts estivaux, problème de main-d'œuvre, souvent récurrent quand même à le faire. C'est quand même un moment où il faut moissonner, stocker, transporter, et en plus semer dans les 24-48 heures. Je ne sais pas si vous avez des alternatives pour cela. Et ensuite, au niveau des mulots, quand on fait des gros couverts estivaux et qu'on reprend avec des couverts l'hiver, compliqué pour les rapaces d'atteindre le sol, quoi. Les limaces sont dessous, elles ont leur chemin, mais si vous ne grattez pas vous ne les voyez pas. Donc est-ce qu'il n'y a pas peut-être à attendre comme pour les limaces, qui au bout de 10 ans, il y en a moins qu'au départ? Est-ce qu'il y a déjà eu des études là-dessus? Parce que c'est un gros problème que j'ai. Voilà. Campagnol. Alors, sur les campagnols, je rejoindrai ce qu'a dit Jean-Pierre tout à l'heure en disant les chaumes hauts, parce que j'avais fait un essai sur des chaumes hauts, et effectivement j'avais constaté que les rapaces descendaient une fois, deux fois, mais après ils ne revenaient plus. Enfin, c'est vrai, chaumes hauts, ça. Dans les couverts, dans mes féveroles, j'observe les renards tout au long de la journée. Quand on se balade, les renards, ils sont planqués, tranquilles, ils circulent. Voilà. Et quand on roule les féveroles, quelquefois il faudrait filmer quand on termine une bande pour voir tout ce qui sort. Ça m'est arrivé d'avoir un sanglier, derrière un lièvre, un renard et des perdreaux. Voilà. Donc les prédateurs, ils y sont aussi. S'il y a de quoi manger, il y en aura un qui va se nourrir. Alors le problème, c'est que les chasseurs vont dire il y a trop de renards. En même temps, ils nous rendent bien service aussi. Mais les animaux ont des comportements qui changent. Ça m'est arrivé de moissonner du blé, d'avoir un renard en bas du champ, un renard en haut, et le troisième qui est derrière la moissonneuse-batteuse, en plein jour. Disons, les comportements d'animaux changent. Pascal, vous voulez apporter Non, rien de particulier. Ce que je peux rajouter, c'est qu'on entend de plus en plus de témoignages comme quoi la pose de poteaux, mais ça ne suffit souvent pas, la pose de nichoirs. Les rapaces manquent de nichoirs, globalement, de cycle d'édification. Des actions dans ce sens-là sont suivies d'effets positifs, c'est-à-dire une bien meilleure régulation du campagnol. On entend de plus en plus souvent, de plus en plus de témoignages dans ce sens-là. Je voudrais revenir à la question du protoxyde d'azote et la réponse de Jean-Pierre Sartou qui, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a eu beaucoup de publications qui ont dit que, en gros, qu'il y en avait plus avec l'agriculture de conservation, et une autre récente, américaine, qui dit qu'il y en a moins de protoxyde d'azote, parce que, voilà. Donc ça interroge forcément tout le monde, enfin, en tout cas en se disant comment ça se fait cette telle diversité. Et, quand, disons, il existe une publication à un moment donné qui a été faite et puis qui a été revue, collective, par plusieurs des experts, j'allais dire sud-américains, nord-américains, etc., qui a été d'ailleurs le chef de file, c'est Rolf Dersch, qui était quelqu'un qui est connu du milieu, voilà, un des meilleurs stratèges, énormément d'expérience. Et cette publication, en fait, cette étude, c'était de se mettre à plusieurs pour compiler toutes les études qui existent sur l'agriculture de conservation, enfin Conservation Agriculture, parce que c'est en général en anglais, et analyser les divergences, etc., sur tout un tas de paramètres, qui sont ça, le désherbage, la compaction, toutes sortes de choses. Et finalement, la conclusion de cette étude, c'est de dire que l'essentiel des études publiées, simplement manque de précision quant à l'objet de l'étude, autrement dit, quel type de travail du sol, quel type d'outils, y a-t-il découvert ou pas, etc. Ce qui nous amène à un point qui est absolument essentiel et qu'il est important que tout le monde le comprenne, en tout cas c'est ce que dit cette étude, comment dire, c'est un problème de définition au départ.
Donc quand on dit agriculture de conservation des sols, comme nous disons en France, et c'est la PAC qui a inventé, mais voilà, on a suivi ça, c'est justement pour bien dire qu'en gros, en substance, c'est bien du semi-direct, ce qui veut bien dire zéro travail. À aucun moment dans la définition Conservation Agriculture reconnue internationalement, il y a de place, même pour du travail superficiel. Alors, en France, on appelle ça agriculture de conservation quand même, parce que ce qui compte, c'est le degré de perturbation, qui lui est fondamental. Entre un petit peu de perturbation et zéro, il y a un océan de différence dans les résultats à la fin. Bon, et après, c'est l'intensification, l'intensité des couverts. Du semi-direct sans couvert n'est pas de l'agriculture de conservation des sols, ni même de l'agriculture de conservation tout court. Donc ce point-là, qui est connu des spécialistes, des gens, des agriculteurs qui connaissent et des autres, il est très important. Alors je voulais quand même, c'est pas qu'une déclaration, c'est est-ce que les scientifiques qui travaillent dessus, qui connaissent, vous pouvez confirmer ou infirmer ce que je dis par rapport à cette question justement de protocole et de précision des protocoles, de façon à être bien clair sur les résultats à la fin. Parce qu'on a besoin de clarifier. On a un énorme problème avec ça, c'est-à-dire que souvent c'est lié au fait qu'il y a des essais en station, mais pas uniquement, où on va essayer quelque chose indépendamment du reste. Et là, c'est nécessaire à une certaine démarche scientifique, notamment à sortir un papier qui est bien évalué et qui vous donne une bonne note, mais ça donne des résultats qui ne sont absolument pas exploitables sur le terrain, ou en tout cas extrêmement difficiles à étendre, notamment parce qu'effectivement c'est fait par des spécialistes qui ne vont pas maîtriser c'est quoi ce type de sol, c'est quoi le type d'argile, dans quel itinéraire technique ça a été inséré. En fait, on a pris un essai, une station, et hop, on l'utilise une fois pour ci, une fois pour ça. Je vais mettre de côté les essais longue durée. Et donc c'est extrêmement irritant quand on lit ces papiers, parce qu'ils ne sont pas du tout instanciés dans une réalité agricole, ni même dans la réalité du terrain sur lequel il est lui-même. Donc quand on vous dit tout à coup, vous voyez, le non-labour, finalement, ça déstocke, tiens, non, ça stocke. Alors c'est le 14 juillet, il en parle de tous les côtés, et en fait, quand on cherche dans l'article les éléments clés qu'on peut trouver pour comprendre, ils n'y sont pas. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement difficile. Donc moi, sur l'émission du protoxyde d'azote, j'ai vu sortir quelques papiers, ils sont quand même pas si nombreux. Si on compare à ce qui s'est fait sur la séquestration de carbone, c'est tout petit. Donc, comme il s'agit du même sujet, c'est un peu étonnant, mais il y a eu effectivement quelques cris d'alerte avec quelques papiers dans les années 2000-2006, et puis des résultats plus récents qui disent finalement circuler, ça a l'air d'aller. Un tout récent aussi encore du FIBL, avec Mike et Cross, là, où on dit ça joue, ça, sur les CEDOC. On est encore loin de savoir ce qui se passe effectivement au champ. Et surtout d'avoir, de nouveau je reviens sur l'aspect déclaratif, qu'est-ce que c'est que l'agriculture de conservation? L'association suisse s'appelle très malheureusement Suisse Nautil. Alors mais il y a des pratiques vraiment ce qu'on connaît de mieux avec les couverts, etc. quand même. Bah ouais, mais c'est ça. Donc dans Suisse Nautil, il y a des gens qui font c'est sapin de Noël qui clignote, une année je laboure, une année pas, d'autres qui labourent pas du tout, mais sans mettre de couvert, d'autres qui font de l'agriculture de conservation. Le déclaratif est extrêmement embarrassant et il est toxique pour l'approche, puisque effectivement, du coup, on se retrouve quand on prend des moyennes, je reviens sur l'histoire des moyennes, avec tout ça dans le panier. Et effectivement, ce matin, on voyait des travaux en Argentine qui disaient Conservation Agriculture. Bon, ce qu'on appelle Conservation Agriculture en Argentine, c'est même plus de l'ado, c'est une horreur, quoi. Non, désolé, excusez-moi, juste, je peux pas là. C'est juste que, bon, j'y suis allé plusieurs fois, on travaille beaucoup avec eux. Agriculture de conservation, chez eux, ils insistent énormément, ce n'est pas la Siembra Directa qui est juste le semi-direct. Et quand il marquait ACS conventionnel tel qu'il est décrit, ça n'en est pas. Ça n'en est pas. C'est du semi-direct, point final. Ça très bien que c'est pas bon. Pour le reste, il n'y a pas de résidus laissés, il y a 3 trucs dans la rotation. Mais, à l'inverse, quand ils disent agriculture de conservation, ils disent bien, ils mettent bien des couverts, etc. C'est pas la majorité, mais ils travaillent très fort et ils avancent très vite. Avec rotation, couvert et tout. C'est aussi parmi les très bons sites. Par contre, ça, ils appellent l'agriculture de conservation. Mais, justement, ils ne réintroduisent pas du travail du sol minimum. Ils ont en ce moment un débat épouvantable par rapport à la question des mauvaises herbes résistantes au glyphosate, parce qu'ils commencent à être submergés. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans les mauvaises pratiques, avec beaucoup d'OGM, de soja monoculture et de semi-direct tout seul, ils sont aussi débordés que les Américains du Nord qui ont fait la même chose avec du TCS. Donc en aucun cas le travail du sol, même retour, même superficiel, ne résout pas que ce soit sur le problème des mauvaises herbes résistantes ou pas.
Donc c'est pour ça qu'ils sont un peu coincés. Merci. Est-ce que le système global complet avec les 3 piliers qui a été dit par M. Michel est parfaitement pertinent. Donc, je me présente quand même, malgré tout, je suis chef du service économie agricole à la DDT du Tarn, et donc j'espère que ma modeste présence aujourd'hui montre que l'État s'intéresse un minimum à ce que vous faites. Merci beaucoup. Voilà. Et ma collègue du Tarn-et-Garonne était présente aussi et dans un autre atelier. Et nous pourrons débattre de bien des sujets sur ce point. Donc, par rapport à... de toute façon, c'est très intéressant de voir qu'on n'est pas en capacité, on n'a pas un système idéal dès lors qu'on le cultive. De toute manière, il y a des méthodes intéressantes, d'autres qui le sont moins. En agriculture biologique, on peut peut-être bon sur les phytos, mais on n'est peut-être pas bon sur les émissions de CO2. Et donc, tout l'enjeu des politiques publiques, il n'est pas simple, bien entendu, en la matière. Je me posais la question à la fois, est-ce qu'il existe est-ce qu'on a la capacité de référencer le nombre d'exploitants agricoles, France, Occitanie, qui sont engagés dans ces techniques de conservation des sols? Ça, c'était ma première question. Et la seconde, c'était par rapport à la dégradation des produits phyto, parce que qu'on le veuille ou non, malheureusement, on est dans un tournant, mais voilà, à plus ou moins court terme, il y a une pression de la société sur ces sujets-là. Est-ce qu'on sait si les techniques de conservation des sols permettent plus facilement de dégrader les molécules des produits phyto? Voilà, c'est les travaux de recherche là-dessus. Alors ça, en général, quand vous êtes dans un congrès sur les phytos et qu'on parle de dégradation, l'assistance se met à rire. Parce que derrière, on a tout le problème des métabolites. C'est pas dégradation, c'est le fait qu'ils se retrouvent moins rapidement dans les eaux, par exemple. Oui, dès lors qu'on a un système qui est plus absorbant, ça a été dit ce matin aussi, évidemment, qui va pour un certain temps retenir. Maintenant, ce qui avait été dit sur le glyphosate, je me méfie. Les courbes de percée qu'on fait, c'est-à-dire qu'on met du glyphosate sur des colonnes de sol, enfin nous en plus on met au point des technosols pour épurer, donc qui sont nettement plus gourmands de glyphosate que le sol. Si on veut bien les prolonger bien au-delà du temps raisonnable et avec des techniques d'analyse bien plus sensibles, on continue à trouver du glyphosate qui descend. Donc il y a beaucoup de questions derrière, de nouveau, d'échelle de temps, etc. Oui, si mon technosol émime, en le poussant un peu plus loin, un horizon qui s'est enrichi en matière organique, qui s'est microstructuré, etc., qui va bien sûr absorber mieux. Mais qu'est-ce qui va se passer après, Black Box? Et si c'est du relargage lent, il passe surtout sous tous les radars. Or, il y a un bilan qui vient de sortir, pour le coup en Suisse, mais il y en a un peu partout dans le monde, sur les teneurs en pesticides dans les nappes phréatiques. Voilà. C'est extrêmement clair, sur toutes les zones de grande culture, on a grimpé d'un coup, et le glyphosate est là. Donc, c'est très difficile à raisonner cette affaire, pour la question des métabolites, pour la question des relargages lents, etc. Certes, on gagne un temps. De là à dire qu'on a gagné à long terme, ça c'est pas sûr. Pascal, peut-être que vous me contredirez, mais j'ai entendu parler, j'ai lu les conclusions d'une étude réalisée au Danemark. Et il semblerait qu'on commence à avoir quelques premiers résultats comparant agriculture de conservation des sols bien conduite et système labouré. Et il semblerait que ce qui arrive, c'est ce qu'ils sembleraient avoir trouvé les chercheurs, ce qui arrive ensuite dans la nappe phréatique sous l'agriculture de conservation des sols contienne moins de résidus que... Oui, mais ma question c'est est-ce que c'est juste une affaire de patience? Oui. Il y a plus lentement. Donc, c'est le problème qu'on a nous avec le système épurateur. C'est-à-dire qu'on on en fournit pour l'agriculture ou même pour des industriels à base de sol, et ils sont très contents puisqu'on est sous les normes de potabilité. Et nous, on n'est pas très heureux parce que 40-50 volumes de porc plus loin, il y a toujours un petit signal. Et il ne s'arrête pas. Ce qui est sûr, c'est avec la couverture des sols, vous n'avez pas l'érosion au moment où il pleut, et donc vous n'avez pas l'argile avec les molécules qui repartent. Déjà, c'est le premier élément qui va faire que les molécules ne se retrouvent pas dans l'eau potable ou dans les rivières. Merci de dire ça. Parce que ça, c'est vraiment fondamental, et ça veut dire qu'on évite déjà un impact aval, et lequel impact aval occupe énormément les océanographes. On a des problèmes de reproduction des espèces océaniques dans les estuaires directement liés à ce genre de processus. Donc là, effectivement, ça, c'est fondamental.